Parfois, ce n'est pas le monde qui s'arrête, c'est nous. Bienvenue dans Dialogue intérieur. Histoire vraie, chemins intérieurs. Dans cette saison, chaque histoire se découvre en 2 temps. Un épisode décryptage pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur, puis un épisode témoignage pour entendre le parcours de celles et ceux qui l'ont vécu. Je m'appelle Elke Soufflier. Je suis psychopraticienne, certifiée en IFS, Internal Family Systems, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. La semaine dernière, nous avons exploré ensemble ce qui peut se passer lorsqu'une personne a appris à minimiser sa souffrance. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage d'Hélène, une histoire qui nous parle de douleur, de résilience et du chemin qui commence lorsque l'on apprend enfin à s'écouter. Et voici son histoire. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Bienvenue à toi, merci d'être là. Bonjour Elke. Avant que nous entrions dans ce que tu as traversé, qui tu es aujourd'hui? Vaste question. Pour commencer, je m'appelle Hélène, j'ai 38 ans. J'habite depuis peu à Toulouse et c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal d'identités, de la bonne élève, la voyageuse, l'engagée, la militante, et puis peut-être plus récemment la bohème ou la danseuse, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je suis praticienne IFS et je crois que vraiment je sais pas si ça me définit, mais ça me nourrit beaucoup et ça me permet, de, aussi vivre mes passions que sont l'exploration de la conscience et de la psyché et que ce soit en lien avec mon activité professionnelle. Et par rapport à ce que tu as vécu dans ton chemin de vie, qu'est-ce qui est différent en toi par rapport à il y a quelques années? Et bah, par exemple, il y a quelques années, j'étais très stressée et quand, il m'arrivait quelque chose de désagréable, cela pouvait arriver de me laisser bloquer pendant, plusieurs heures avec, du stress, du jugement, et une des grandes révolutions intérieures que j'ai accomplies ces dernières années, c'est de pouvoir, vraiment naviguer dans mes émotions et d'être, toujours, heu, en capacité à revenir à un endroit où, bah, je suis disponible, présente, je me laisse plus autant envahir. Ça veut dire, j'entends que tu te sens plus en lien avec toi-même? Je me sens, nettement plus en lien avec moi-même. Je pense que pendant longtemps, je ne savais pas ce que c'était que d'être en lien avec moi-même. On était, à l'extérieur. Et justement, si on revient en arrière, à quoi ressemblait ta vie avant que tout ne change? Alors, dans les grands lignes, je dirais qu'en extérieur, j'étais assez fonctionnelle. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un métier, j'ai toujours été à flot, financièrement, plutôt, plutôt sociable, donc j'ai toujours eu, beaucoup d'amis et pas mal d'activités. Donc souvent un agenda assez plein, mais plein de choses. Au travail, pareil, très difficile de jouer, enfin, toujours un truc de questionnement, une recherche de sens permanente, le sentiment de pas être, vraiment à ma place, et à du coup, à toujours me comparer aussi aux autres et à chercher quelle pourrait être, la voie qui me convient et du coup, c'est quelque chose qui me fatiguait beaucoup, de toujours être comme en recherche et de jamais, accepter là où j'en étais finalement ou aimer ce que je faisais. Amoureusement parlant, c'était pas génial. J'ai beaucoup, fui l'engagement et la relation de couple. J'étais pas du tout à l'aise pour me montrer vulnérable dans mes relations intimes. Comment tu décrirais justement, je sais cette période, très chargée, très en mouvement, ce que tu expliques, comment tu décrirais cette époque? Je faisais les choses bien, en fait. J'essayais de faire les choses bien. J'étais beaucoup dans ma tête.
Et oui et justement, ton corps, il occupait quelle place à ce moment-là? Il suivait le pauvre. Il suivait le pauvre. La la vingtaine, c'est qu'on n'a pas trop vite, trop tôt des problèmes, que pendant un temps on peut, ne pas s'en préoccuper sans que ça ait des répercussions, trop lourdes, sur notre mode de vie. Néanmoins, oui, j'avais des maux de ventre, j'avais des problèmes d'acné, j'avais voilà quelques désagréments comme ça, que je prenais en considération, mais que c'était pas possible d'aller très loin, enfin voilà, je pouvais pas aller très loin dans l'analyse de ce que c'était. J'ai toujours été très curieuse quand même, toujours été très, en recherche, à aller voir quand même derrière le symptôme, voilà, quelque chose de ce qui m'a beaucoup aidée du coup quand, j'ai eu après l'accident, c'est que j'ai beaucoup de curiosité. Mmh. Mais les signaux que tu avais, que ton corps t'envoyait à cette époque, très chargée, très en mouvement, l'acné, et tu ne l'écoutais pas, en fait? J'avais vraiment pas beaucoup d'espace pour moi et j'avais pas beaucoup de non plus j'avais pas beaucoup d'endroits qui me ressourçaient. J'arrivais à fonctionner en ayant, avec ce niveau de stress et cette anxiété et du coup, dès que ça allait un petit peu mieux, je comme si je voilà, par exemple, je pars, quelques jours en vacances, je me recharge et tout de suite, je donne cette énergie, aux autres et je dépense toute l'énergie, que j'ai pu, regagner pour moi et du coup, je suis toujours un peu sur le fil, quoi. Qui du coup a fini par, quand je suis arrivée à la trentaine avec, un début de ouais, de fatigue chronique où je pouvais plus trop, enfin, j'avais moins de goût à prévoir des choses. Ah, tu ressentais déjà une fatigue chronique, et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment, ce moment est arrivé où quelque chose s'est arrêté pour toi? Donc au début de ma trentaine, j'ai eu un accident à l'escalade, où je suis tombée, et où je me suis, très gravement blessée la cheville avec, une luxation et une fracture, assez complexe, donc qui m'a immobilisée et par-dessus ça, j'ai développé, une maladie de la douleur qui s'appelle la lagodystrophie, et qui est, aussi très handicapante parce que extrêmement douloureuse et sans traitement. Sans traitement? Non. Donc tu étais en douleur permanente? Donc dès que je mettais le pied au sol, c'était douloureux et que parfois je marchais et puis, je partais de chez moi et à 10 minutes de chez moi, j'étais prise par une crise de douleur qui Ah oui. m'immobilisait et qui Ah oui, ça c'est était, imprévisible. imprévisible et handicapant, hein, bien sûr, Ouais. et en mettant la douleur de la cheville en elle-même, un tout petit peu de côté, Mmh. là ton corps, il en pouvait plus, il t'a fait un arrêt, qu'est-ce que tu ressentais en fait dans ton corps? Bah, là, j'ai pris conscience que ce que je disais là, que j'étais vraiment sur le fil et qu'en fait, il y a un endroit où ça a été un soulagement, cet arrêt. En fait, j'avais plein de choses de prévues et que ça s'arrête. Il y a eu un petit deuil et en même temps, je me rendais compte que c'était des trucs que j'avais pas tant envie de faire que ça, et qu'il y avait un endroit, une part de moi qui était soulagée que ça s'arrête et que du coup, j'ai un peu plus de temps pour, regarder à l'intérieur. Il y a aussi d'autres parts qui râlaient de pas plus pouvoir, profiter de la vie et de se retrouver coincé comme ça, Et justement, cet arrêt qui était brutal et où tu pouvais pas faire autre chose, qu'est-ce que ça a fait à ton identité? Mmh. Mmh. Bah, c'est vrai que du coup, tout d'un coup, j'étais affaiblie, diminuée, handicapée. J'ai pris conscience aussi que du coup, j'avais plus, du coup, plus le même accès au monde, que tout était plus lent, tout était plus compliqué et aussi que du coup, les gens me percevaient comme quelqu'un d'affaibli. Ah!
et qui potentiellement avaient besoin d'aide. Ce qui était très intéressant pour moi puisque, à ce moment-là, j'étais absolument incapable de demander de l'aide Mmh. Mmh et mh. Mmh. je n'aimais pas du tout me voir faible. Et oui, bien sûr, ça a du sens d'entendre ça. Et c'était quoi qui était le plus difficile au début? Hein, je pense que ce qui est difficile au début dans ce genre c'est de pas savoir. C'est J'ai eu très peur de jamais remarcher, enfin de jamais remarcher. Donc c'était quand même ce niveau de gravité où il y avait quand même quelque chose comme, une menace de, peut-être que je pourrais pas avoir, la vie que j'ai eue jusqu'à présent, physiquement parlant. Aussi la prise de conscience à ce moment-là que la danse était très importante pour moi. Elle n'était pas du tout au centre de ma vie, mais c'était déjà présent à certains endroits. C'était quelque chose qui me faisait du bien et là de me dire: «Bah mince, je me rends compte de ça au moment où, bah, je sais pas si je vais pouvoir, redanser facilement avec, voilà, comment ça va impacter ma capacité, quoi». Mmh mh. Et ça a du sens d'entendre ça parce que justement tout ton système était en mouvement. Il se préoccupait pas ni du corps, ni de demain, c'était dans le mouvement en constant. Donc on pourrait justement se demander, est-ce qu'il y avait une part qui refusait, selon toi, ce ralentissement? Bah, oui, de se retrouver un peu, à côté du monde, tu vois? J'ai eu cette sensation-là que en fait, ce que beaucoup de gens ont vécu, 1 an plus tard ou à peu près avec le covid, moi je l'ai vécu seule, en fait. Cette sensation d'être, cette sensation d'être, bah, que le monde s'arrête pour moi, mais et là, par contre, il continuait pour les autres. Donc il y avait vraiment ce truc de arrêt, pause, et je dirais que c'était avec des sentiments très mélangés parce que comme je dis, tu vois, c'était quand même j'ai senti un soulagement d'avoir toutes ces choses qui s'annulent, comme si un peu tout le superficiel et l'agitation, bah, de fait s'arrêtait. Mais c'était aussi mêlé à de la peur, à du coup une immobilité aussi, bah, avec l'immobilité de l'esprit permet peut-être de voir d'autres choses, tu vois? Comme je pense aussi à des gens qui sont enfermés et du coup, bah, où, ce qu'on n'écoutait pas jusque-là et le silence, bah, du coup, on prenne cet espace pour s'exprimer et là, j'ai pu, entendre des souffrances intérieures auxquelles, je prêtais peut-être pas aussi consciemment attention, avant. Et beaucoup de choses autour du sentiment de solitude, beaucoup de choses, autour, oui, ça, la peur d'être seule et mmh et ouais et le fait et le moi, je souffrais aussi de ne pas pouvoir exprimer ma souffrance et tu vois? Et ça, c'est intéressant. Là, je trouve ça intéressant, là, le message aussi du coup, j'ai une maladie de la douleur, donc un truc, alors même si c'était pas visible, mais bon, c'était voilà, je souffrais, c'était c'était physique. Et pour moi, il y avait quand même une forme d'écho avec, la souffrance que j'avais intérieure et que j'avais jamais su exprimer avant. Comme si là, c'était le corps qui parlait. Bah, ce truc, voilà, qu'on dit que le corps parlait pour moi et était une autorisation. Un truc que je voulais partager d'ailleurs à propos de ça, c'est une scène qui m'a beaucoup marquée et que j'ai re-racontée il y a pas longtemps. Tu vois, j'étais aux urgences, du coup, j'étais accueillie aux urgences après l'accident et puis j'étais sur mon lit, il y a le médecin qui dit aux assistants de me donner de la morphine, et là, il y a quelqu'un dans le lit d'à côté qui entend ça et qui demande si lui aussi peut avoir de la morphine et là, le médecin lui répond quelque chose du genre: «Oh bah, écoute, non, c'est pas pour tout le monde, elle vu ce qu'elle a, elle mérite, elle a le droit» et là, j'ai eu, en moi comme une autorisation intérieure à ressentir de la douleur. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais le pied qui était complètement défait, démis, déboîté, une fracture et j'ai des photos de moi, avec les pompiers où je souris, je pose et je souris
tu vois? Parce qu'il y avait toujours ce truc dans moi de: «Je tiens, je vais pas embêter les autres avec mes émotions». Donc une forme de positivité, mais toxique envers moi-même, qui n'acceptait pas que je lâche et que je puisse être, mal et de montrer que je suis mal. Et vraiment à ce moment-là, quand il a dit ça: «Elle a le droit», il y a un truc qui a lâché en moi et là, d'un coup, j'ai ressenti toute la douleur physique. Que jusque-là, mon cerveau était bon, il y a les effets, tu vois, après un accident, j'ai eu quand même très mal au moment où je suis tombée, mais après il y a les endorphines, ce que tout le monde peut voilà, il y a un effet naturel où la douleur s'apaise, mais moi, je trouve que mon cerveau, il était quand même vachement vachement fort parce que vraiment, j'avais plus de pied et j'étais genre: «Ça va, je tiens». Ah oui. Et c'est justement, c'est à quel moment, en fait, pour toi, tu as commencé à écouter vraiment ce qui se passait en toi? À quel moment ça s'est fait, où tu as peut-être aussi découvert l'IFS, hein, de ce langage d'intérieur, ce Mmh. dialogue intérieur qu'on peut avoir avec soi? C'est comment ça s'est passé pour toi? Ouais, ça a été progressif et sur plusieurs années. Hem, j'ai commencé, ça a commencé avec un chemin par le corps où, dès que j'ai pu, je me suis mis à beaucoup danser et des pratiques de danse, beaucoup tournées vers, l'écoute, avec des pratiques somatiques aussi, peut-être que tu connais, donc beaucoup de pratiques somatiques, beaucoup de danse impro, donc quelque chose très dans le ressenti et dans le mouvement. Du coup, c'est vraiment par le corps que j'ai pu commencer à exprimer des choses de mon vécu intérieur, et à prendre contact avec, mes différentes, matières, mon intérieur, et ce qui était super pour moi parce que j'avais aussi beaucoup de figements et donc vraiment le mouvement, c'était c'est très très soutenant. Et puis j'ai eu la chance que assez rapidement quand même sur mon chemin, se présente l'IFS, par, une série de hasards, on va dire de heureux hasards, de plusieurs personnes qui m'en ont parlé sur un laps de temps très réduit. Ce qui m'a donné envie d'aller voir plus loin et cette, conception de la psyché en part me parlait beaucoup. Hem, mais je savais pas trop ce que ça impliquerait en termes de, voilà, justement dialogue intérieur et cetera. Donc c'est vraiment après en me faisant accompagner avec l'IFS que, j'ai découvert ce que c'était et que j'ai pu goûter, justement à mon monde intérieur avec cette qualité-là de présence pour moi-même, et de comprendre, voilà, d'où venaient mes croyances actuelles, comment je m'étais construite. Qu'est-ce que l'IFS t'a permis de comprendre? Alors de moi-même, ça m'a permis, de voir à quel point, depuis très longtemps, enfin depuis enfant, j'ai cette, croyance que je dois me débrouiller toute seule. Et je me suis vue, tu vois, j'ai une très belle séance où je me suis vue, où j'avais 7 ans. Alors je précise, moi ce que je considère que c'est pas un souvenir, mais je considère que c'est ce que ma psyché m'a montré pour me faire comprendre, comment je me sentais à l'époque. Et donc là, je me suis vue à 7 ans, en train de faire mes devoirs, seule chez moi. Enfin en tout cas avec la sensation d'être complètement seule chez moi et comme si je tenais la maison. C'est moi qui gérais la maison, je gérais les devoirs, et j'avais besoin de personne. Comme une bonne adulte et que je trouvais ça super, à ce moment-là. Tu vois? Enfin pour une partie de moi, c'était, super de pouvoir, et ça, tu vois, je l'ai dans mes souvenirs, quoi, ce côté, de 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 savoir d'être me sentir responsable, de voir qu'on me faisait confiance, que mon frère m'appelle sa deuxième maman, pour moi, c'était très flatteur et ça, je l'ai gardé ce truc-là, mais enfin, tu vois? Et ça existe encore quelque part encore à l'intérieur de moi, hein, mais heu, mais comme, voilà, il y avait personne de disponible émotionnellement chez moi. Du coup, j'avais bâti ce système où, en fait, je fonctionnais bien seule.
Mmh. Donc tu dis que c'est ton système qui t'a montré ce qui était présent en toi. Donc ça veut dire, toi, que tu n'as pas vraiment vécu ce moment dans le passé et que c'est ton corps qui t'a mis, les images, les ressentis, pour, te faire comprendre cette croyance? En fait, pour moi, je dirais peu importe, tu vois? Peut-être que c'est un souvenir réel, peut-être que c'est, parce que pour moi, quand, justement, quand je suis, du coup, dans une séance IFS que je reçois, heu ce qui est important pour moi, c'est le ressenti. C'est comment je me sentais à ce moment-là, en fait. Hem Et j'ai envie de dire, peu importe si cette scène-là a existé exactement comme ça ou pas, puisque je pense que c'est pas un moment en l'occurrence, c'est pas une scène traumatique, c'est pas un moment de mon histoire qui a fait basculer quoi que ce soit. C'est plus, un vécu, c'est plus, bah, ça dit des choses de mon attachement, ça dit des choses du coup de comment je trouvais ma sécurité seule, hem, comment du coup je me suis sentie responsable et adulte, un peu trop jeune, et en fait de pouvoir, le sentir, tu vois, à l'intérieur de moi, de voir cette petite fille et là, en l'occurrence, bah, comme c'était en séance, on lui a permis de se détendre, de lui montrer qu'elle avait pas besoin de porter tout ça toute seule, et du coup, bah, à la fin de la séance, elle était en train de faire elle avait mis une piscine à bulles dans le salon et puis elle était en train de s'amuser, tu vois? C'était plus du tout: «Je fais les devoirs et puis je gère la maison». C'était, bah, je joue comme un enfant, quoi, de 7 ans, qui a de l'imagination et qui a envie de s'en servir. Ça a eu des conséquences sur ta vie, de vivre ça en présence de ta thérapeute, pendant la séance? Je dirais que ce qui a changé beaucoup dans ma vie, c'est que déjà plus de détente et je suis beaucoup, beaucoup plus capable de demander de l'aide. Ah, de demander de l'aide. Et c'est justement, est-ce qu'il y avait aussi pendant cette période-là, pendant ton travail de l'IFS, une part, que tu as découvert, qui était inattendue, que tu n'attendais pas? Est-ce qu'il y avait ça aussi? Comme ça, j'ai rien de complètement inattendu. Par contre, la forme que ça a pu prendre, parfois était inattendue, tu vois? C'est-à-dire que j'avais quand même commencé avant l'IFS à faire des tu vois, travail de connaissance sur de moi, faire, un peu d'autres thérapies, donc j'étais pas complètement ignorante. Par contre, c'était pas intégré, qui j'étais, ce que j'étais et cetera. En tout cas, pour quelque chose qui, je parle de quelque chose qui m'aurait surpris. Hem, je me souviens d'une séance où je suis arrivée, voir ma thérapeute et où je lui disais que je voulais travailler sur la colère, mais que je me sentais pas hyper en sécurité de le faire, que j'étais un peu voilà, que j'étais un peu craintive, et on y est quand même allé et en fait, ça m'a pas du tout montré des scènes de ma vie, de mon enfance, mais ça m'a montré qu'est-ce que c'est l'énergie pure animale de la colère, à quoi elle sert en termes de défense du territoire et d'intégrité. Donc c'était quelque chose voilà, c'était une forme très animale, c'était, quelque chose, très, ouais, ça de l'énergie assez pure, tu vois? Enfin pure et avec de la colère, mais quand même de l'énergie avant tout. Hem et je pense que ça m'a permis de la réintégrer en tant que ressource dans mon système. Hem, Tu d'être conscience qu'il y a cette énergie-là, qui existe, qui est animale, qui défend le territoire, heu, que ça reste c'est pas à elle de tu vois, c'est pas elle qui doit, gérer les situations dans ma vie, mais elle existe, voilà. L'adulte sait qu'il y a ça à l'intérieur enfin moi Hélène adulte, je sais que j'ai cette ressource d'énergie de je peux me défendre, et ça, c'est très apaisant, en fait, de savoir qu'il y a ça qui existe et de le voir comme quelque chose de sain. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, moi j'entends que ton rapport à ton corps a beaucoup changé? Ouais, bah, déjà maintenant, la danse fait vraiment, partie, intégrante de ma vie.
Et ça, plus, le yoga, beaucoup de conscience corporelle et moi, l'IFS, j'utilise beaucoup le corps. Donc je propose à chaque séance des temps, d'ancrage et en fait, à chaque fois que je le fais pour les autres, bah, je le fais aussi pour moi. Donc en fait, tout le temps il y a ça, ce rappel, moi vraiment c'est, hem, l'ancrage, ça passe beaucoup par le corps. Ce qui m'a beaucoup manqué pendant longtemps, le fait de justement pas être en lien avec mon corps, c'est que j'ai été que dans les sphères hautes et du coup pas ancrée, pas dans le corps et du coup, j'accédais pas non plus à un sentiment de sécurité qui pour moi est très lié, au corps et à l'ancrage. Heu Mmh. et hem et aujourd'hui, je crois que j'en prends franchement très bien soin. Ah. Ouais, de ce corps, que ce soit, par l'alimentation, l'activité physique, le plaisir, voilà, il a sa place dans ma vie et puis je me suis beaucoup mais tu vois, notamment avec les pratiques somatiques, j'ai beaucoup rencontré le corps directement. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Aujourd'hui, tu l'écoutes, beaucoup plus, hein, et c'est devenu un vrai allié? Bah, oui, parce que je fais j'écoute ses messages, tu vois? Il y a quelque chose comme un lien qui est rétabli. Si on regarde toute ta transformation et si tu compares, l'Hélène, d'avant à celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc petit 1, je suis beaucoup plus détendue. Je suis beaucoup plus détendue et je crois vraiment la détente, c'est un enjeu collectif, parce que la présence va avec la détente. On peut pas être, vraiment présent quand on est stressé. Je suis plus aimante aussi. Je trouve que ça va avec, moins jugeante et je crois que ça va beaucoup c'est très en lien avec le fait de s'accepter soi-même. Mmh. Oui, parce que tu nous as dit qu'au départ, tu n'acceptais pas la vulnérabilité, qu'on pouvait être faible et qu'est-ce que tu as appris sur toi de ta propre vulnérabilité? Alors ce qui est c'est d'autant été comme voilà, je réponds avec un petit détour, mais tu vois donc j'avais comme cette carapace autour de moi, cette armure pour pas, me montrer faible et pas voilà, pour être vue, forte, heu et en même temps, j'étais très sensible. Enfin, j'étais sensible, tu vois, j'ai toujours, quand même, mmh, un peu plus d'empathie, on va dire, que la moyenne, de la sensibilité, je ressens les choses beaucoup. Donc ces 2 choses mis ensemble, font que, c'était un peu le, le chaos et un espèce de surcharge intérieure de tout l'émotionnel qui peut pas être, partagé et du coup, être vulnérable, c'est se montrer du coup, c'est accepter de se montrer, sous ses diverses, facettes. C'est accepter, c'est voilà, ces émotions moins confortables, c'est accepter d'être pour moi, c'est beaucoup en lien avec accepter de parfois être moins agréable pour les autres, moins confortable, et franchement, c'est encore un chemin, mais c'est hyper libérateur et c'est la seule voie pour, être authentique, en fait. Mmh. Est-ce que ça a amené une douceur vers toi? Ouais, oui, largement, que j'ai pas 100 du temps, mais que je connais bien maintenant. Là où je m'en rendais pas compte avant, mais j'étais super dure avec moi-même. Ah oui. Mmh. Super exigeante, super dure. Ça existe toujours un peu, hein, l'exigence et mais mais il y a plein de moments où j'ai accès à ouais, de la douceur, de la com enfin, ouais, de la j'allais dire compassion, mais juste de l'acceptation de qui je suis et où j'en suis, hem et d'aimer ce que je fais aussi. Si quelqu'un, vit, un arrêt brutal,
actuellement dans sa vie ou s'il a vécu un arrêt brutal comme un peu comme toi, qu'est-ce que tu aimerais, lui dire? C'est peut-être pas le numéro un, mais quand même un moment de donner du sens à ça, de voir comment, tu vois, c'est aimer ce qui nous arrive. J'ai ce nouveau, mantra depuis pas longtemps, aimer ce qui m'arrive, pour, souvent j'ai et on perd beaucoup d'énergie à lutter contre ce qui nous arrive, qui est, un peu de la perte d'énergie pure. Donc aimer ce qui nous arrive, bon, si la personne est un peu comme moi, demander de l'aide, demander du soutien, heu, reconnaître aussi, bah, ce que ça peut avoir de difficile d'être, mis à l'arrêt, hem, de d'accepter ça, d'accepter qu'il y a des parts de nous qui trouvent pas ça normal et qui luttent. Oui, je voulais juste rajouter de aussi de pas chercher à résoudre, tout avec la tête. Ouais, de pas résoudre avec la tête et d'aller chercher ses ressources, de rassembler ses ressources, que ce soit des personnes, des activités qui nous font du bien, voir un thérapeute, de vraiment penser, d'avoir cette pensée, ressource. Quand il y a quelque chose qui est difficile, que la vie, te met à l'épreuve, il y a une partie, c'est le travail de résilience, mais il y a une partie en fait, la résilience, aujourd'hui, je sais pas, si ça a déjà été partagé dans ton podcast, mais on est capable de dire que la résilience, c'est pas comme un muscle qu'on entraîne, que c'est plutôt, tu vois, une jauge, comme un que dans laquelle on vient puiser et que pour re-remplir la jauge, on a besoin des autres, tu vois? De soutien, de ressources, il y a un endroit où il y a la force du mental, ça existe, mais c'est aussi, trouver dans le lien, du soutien. Hem, donc heu, donc ça peut être voilà, une épreuve de la vie, ça peut être un rappel aussi de ça. De En tout cas, moi, ça l'a été et comme je l'ai pas compris tout de suite, j'ai eu une deuxième fracture un an plus tard et là, je me suis beaucoup plus aidée. Je me demandais par rapport à ce que tu as vécu, la manière comment tu l'as vécu. Moi, ce que j'entends de toi, c'est que tu as utilisé cette épreuve pour un passage différent de celle que tu es aujourd'hui et tout ça, c'est une transmission et une transformation de ton être, hem, entier. Parce que c'est pas seulement mental, c'est le corps, tu as su, faire, les 2. Et s'il y avait une traversée, si cette traversée, justement avait un message pour toi, c'était lequel? Ce serait lequel? Mmh. Bah, oui, complètement. Heu, alors ce qui me vient là, c'est, la vie, nous veut du bien. C'est-à-dire que la vie nous oui, c'est-à-dire que et je le dis, tu vois? Ce qui m'est arrivé à ce moment-là, quand je l'ai vécu et enfin peu de temps après, j'ai c'est à la fois la pire chose et la meilleure chose qui me soit arrivée. La pire chose parce que ça m'a fait toucher le fond en termes de souffrance, et tu vois, d'être à l'endroit où en fait je ne pouvais plus en fait de me faire toucher l'endroit où je ne pouvais plus continuer sans rien changer. Parce que comme j'avais, une certaine, comment dire? Capacité à traverser et à à m'entêter, heu, moi, j'ai eu besoin d'attendre cet endroit de je ne peux plus. Genre physiquement là, enfin genre il y avait tout qui lâchait quoi. Je t'ai dit avec la maladie du système nerveux, c'était épuisant, j'avais mal tout le temps, puis en fait là, si je change rien, c'est enfin je peux plus quoi. Donc
Donc moi, c'est passé par la souffrance. Il y a d'autres moyens, mais du coup, c'est quand même, faire confiance dans le fait que, la vie nous veut du bien Ouais, ouais, c'est beau, ouais. et du coup, quand c'est à nous enfin, ouais, ça a été quand même c'était à moi de me mettre en chemin et d'accepter de faire des changements importants dans ma vie et de les faire. Et dans les changements de la vie, alors il y a eu beaucoup de changements extérieurs, tu vois? Dans des changements de boulot et cetera, mais hem, c'est c'est beaucoup à l'intérieur. Enfin, en fait, très franchement, je peux dire aussi, avant cet accident, je connaissais pas vraiment le goût de l'amour, tu vois? Genre, l'ouverture de cœur, le cœur qui s'ouvre, ça, c'était pas j'étais trop dans ma tête. Ah oui. Je savais pas ce que c'était Mmh. et du coup, c'est dans voilà, parmi toutes les choses que j'ai gagnées, tu vois, il y a ça, cette capacité vraiment à sentir, ouais, sentir vraiment des sentiments d'amour, très forts, de connexion, Ouais, c'est précieux, hein, quand hem, même, hein. mmh mh. Bah, c'est le goût de la vie, quoi, de vraiment, Et justement la vie. terminer un peu, notre entrevue aujourd'hui, si la femme que tu es aujourd'hui pouvait s'asseoir à côté de celle qui a vécu ce moment d'arrêt, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle lui dirait? Mmh. Après, j'aurais envie de dire là où je suis aujourd'hui parce que Oui, bah, tous c'est les la trucs femme chouettes. d'aujourd'hui. Si la femme Oui, oui, c'est d'aujourd'hui ça, pouvait lui dire: s'asseoir «Écoute, à côté de celle lui dire: qui «Je m'éclate, j'ai eu le courage de changer de métier, d'être, à mon compte et de faire un métier qui me plaît beaucoup, de quitter Paris et d'habiter aussi dans un endroit géographique, qui me plaît beaucoup et où j'ai plein d'amis» et qu'en fait, cette histoire, elle m'a donné beaucoup de courage ouais, et que vraiment, qu'elle peut avoir confiance et que aussi, je lui conseillerais d'adoucir autant que possible tout ce qu'elle peut dans son expérience, et d'être moins dure avec elle. mmh. Mmh. Merci beaucoup Hélène de t'avoir, prêtée à hem, cette ouverture du cœur, hein. Vraiment, j'ai envie de dire Mmh ça, cette mh. ouverture, Mmh mh. et qui est partie de ton cœur pour, Mmh. pour nous expliquer ce qui s'est passé dans ta vie et Mmh. pour que d'autres personnes peuvent peut-être, entendre ton histoire et se sentir, touchées également, peut-être. Il y a quelqu'un qui vit la même chose ou a vécu quelque chose et merci beaucoup à toi. Merci Hélène d'avoir partagé avec nous cette partie de ton histoire. À travers ton témoignage, nous avons entendu bien plus qu'un récit d'accident ou de reconstruction physique. Nous avons entendu le parcours d'une femme qui a peu à peu appris à reconnaître sa souffrance, à écouter ce que son corps cherchait à lui dire et à développer davantage de douceur envers elle-même. Ce que je retiens particulièrement de ton histoire, c'est que la résilience ne consiste pas toujours à continuer malgré tout. Parfois, elle commence lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est là, lorsque nous acceptons de ralentir, d'écouter et de reconnaître ce qui demande depuis longtemps notre attention. Ton témoignage nous rappelle aussi que la souffrance n'est pas forcément un signe de faiblesse. Elle peut parfois devenir une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de soi, vers davantage de compassion et vers une relation plus apaisée avec son monde intérieur. Merci pour ta confiance et pour la sincérité avec laquelle tu as partagé ce chemin avec nous. La semaine prochaine, je vous proposerai un nouvel épisode décryptage autour de l'histoire de Cécile.
Nous explorerons ensemble ce qui peut se passer lorsqu'un enfant grandit auprès d'une personnalité dominante et comment certaines stratégies d'adaptation développées très tôt peuvent influencer la manière dont nous nous percevons, dont nous construisons notre estime de nous-mêmes et dont nous prenons notre place dans nos relations. Puis, la semaine suivante, vous entendrez le témoignage de Cécile dans ses propres mots. Une histoire touchante sur le besoin de plaire, la difficulté à reconnaître sa valeur, les loyautés familiales et ce long chemin qui permet peu à peu de revenir vers soi. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur. Histoire vraie, chemins intérieurs. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une évaluation ou en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.